Bien, bonsoir, merci Fanny. Donc je vais aller très vite parce qu'il se fait tard et que voilà, il y a des petits départs déjà qui se font, ce qui est tout à fait logique. Donc je vais quand même remercier Annick par caméra interposée parce qu'elle n'est pas là, mais elle m'avait dit qu'elle le regarderait. Et puis notre coordinatrice du jour, Laurence, parce que j'ai vraiment pris plaisir. Moi, j'avais pas vu La Servante écarlate, je n'avais pas lu le Margaret Atwood, l'ouvrage. J'ai tout fait depuis et je me suis bien amusée, il faut le dire, parce que c'est vrai que c'est triste quand on entend, là j'entends tout le monde parler, c'est terrible cette République de Gilead, mais en réalité, elle fait énormément réfléchir et Samuel n'arrête pas de me dire que c'est la meilleure série du moment et je crois que quand même, elle se classe dans le top des séries. Alors, moi, mon thème, c'est quand même, je pense, le thème essentiel, parce que c'est la raison d'être de la série, c'est la fonction de la Servante écarlate. Je vais faire vite, vous avez compris, elle procrée pour autrui. Alors, elle procrée pour autrui parce que, effectivement, la servante, June Defred, est une servante que nous suivons et qui a une fonction particulière, comme toutes les servantes dans la République de Gilead. Elle procrée pour, en l'occurrence, elle, la famille du commandant Waterford. Donc June Defred, parce qu'elle a deux noms, on va y revenir, c'est extrêmement important, ça a été évoqué, est en raison d'une cérémonie mensuelle, parce qu'on va rentrer, vous avez bien fait de rester, hein, voilà, d'une cérémonie mensuelle qui coïncide avec le cycle d'ovulation soumise à une insémination rituelle, le mot cérémonie a été évoqué par mes collègues, mais naturelle. Du commandant en vue de tomber enceinte, de porter l'enfant et de le remettre ensuite à la famille du commandant Waterford, donc le commandant et sa femme Serena. Donc il s'agit, dans le cadre de cette série, d'un contexte extrêmement particulier, puisqu'on a ce qu'on appelle une maternité de substitution. Pourquoi une maternité de substitution ? Parce que en réalité, ce sont les ovocytes des servantes qui sont utilisés et le sperme du commandant. Ce qui veut dire que quand on parle de procréation pour autrui, nous, dans nos sociétés et dans nos réflexions juridiques actuelles, la procréation pour autrui recouvre une pluralité de cas, contrairement à la série. Pluralité de cas, pourquoi ? Parce que nous appuyons sur des progrès scientifiques en matière d'assistance à la procréation. De sorte que quand on parle procréation pour autrui, en dehors de la série, notre réalité est plurielle. Plurielle parce qu'on va parler de techniques de mère porteuse ou de location d'utérus, appelées plus généralement gestation pour autrui, et qui recouvre des pratiques extrêmement diversifiées. L'enfant peut ne pas être génétiquement du couple d'accueil. La mère biologique donne ou vend l'enfant qu'elle a conçu avec son propre compagnon ou avec le sperme d'un tiers. Et on est dans l'hypothèse ici de la maternité de substitution. Mais nous, on peut aussi avoir des enfants qui sont conçus par insémination de la mère porteuse avec le sperme du père biologique, marié ou pas d'ailleurs. L'enfant est alors l'enfant biologique de cet homme, mais pas de son épouse ou de la femme avec laquelle il vit. Et on a donc un seul homme qui peut être à la fois le père biologique et le père d'accueil, mais il y a deux mères. Une mère d'intention et une mère porteuse. Alors enfin, l'enfant peut être génétiquement du couple d'accueil, la femme qui accouche ayant accepté de porter l'embryon issu des gamètes du couple d'accueil. Donc là, on est dans une hypothèse de gestation pour autrui. Alors, dans La Servante écarlate, il n'y a pas tout ça. C'est une maternité de substitution parce qu'il n'y a aucun recours dans la série au progrès scientifique. Enfin, le progrès scientifique, contrairement à d'autres séries qui ont été évoquées dans Droit et Pop Culture, il est absent. Alors, pas tout à fait, parce que c'est très médicalisé, on va y revenir, mais voilà, il n'y a aucun recours à la procréation médicalement assistée. Ça a été évoqué sur une infertilité supposée des femmes exclusivement, et donc on n'envisage pas du tout des gestations pour autrui. Et par ailleurs, bien évidemment, il n'y a pas de place pour la procréation pour autrui dans le cadre de couples homosexuels et lesbiens, contrairement à nos sociétés, puisque, comme ça a été évoqué, ce sont des parias de la République, et République qui est puritaine. Donc, pour faire simple, seuls des couples mariés hétérosexuels dignitaires du régime ont la possibilité d'avoir une servante écarlate. Donc, une fois que j'ai dit ça, je pourrais partir. C'est parce que, en réalité,
on voit qu'il y a deux aspects qui apparaissent immédiatement dans La Servante écarlate. C'est une procréation pour autrui institutionnalisée. Avec Laurence, on a utilisé les mêmes mots parce que c'est très fort, hein, dans la République de Gilead, c'est institutionnalisé, mais c'est surtout, et ça a été évoqué, et également une procréation pour autrui forcée. Donc ce sont les deux axes sur lesquels je vais m'appuyer assez rapidement. Alors, une procréation pour autrui institutionnalisée. Ce qui est fabuleux dans cette série et dans l'ouvrage, c'est que Margaret Atwood, parce que j'ai lu ce qu'elle avait écrit sur son œuvre, grâce à Samuel, c'est que Margaret Atwood, en réalité, a dit clairement, et c'est ce qui fait froid dans le dos dans la série, c'est qu'elle a dit qu'elle n'avait utilisé dans son œuvre que des choses, que des données, que les sociétés humaines ont créées, instituées, instaurées, avant ou au moment où elle a écrit le livre. Et quand elle a écrit son livre, on est en 84-85, donc elle utilise un mécanisme de procréation qui devient connu juridiquement par les ordres juridiques. Puisque quand on regarde les premières interférences de ces techniques de procréation avec nos ordres juridiques, donc nous, l'ordre juridique français, c'est l'arrêt Alma Mater, on est le 13 décembre 1989, donc c'est concomitant à l'écriture du livre de Margaret Atwood. Donc elle s'est effectivement inspirée de techniques, alors plus ou moins connues et développées, mais nous, les premières interférences, ce sont des modèles américains. Donc elle l'a écrit à Berlin, l'ouvrage, parce que j'ai tout lu, hein. Mais elle est évidemment de culture outre-Atlantique. Et donc, c'était un matériau qui émergeait et qui s'est développé largement depuis dans nos sociétés, de sorte que ça donne une acuité particulière à l'œuvre et à la série. Alors, face à ces mécanismes juridiques, nous, la France, c'est la jurisprudence qui a été la première confronté, c'est le juge, hein, pour les premières années présents dans la salle, c'est le juge qui, le premier, est confronté à ce type de situation. Et donc, le 13 décembre 89, dans l'arrêt Alma Mater, la jurisprudence pose une interdiction. Mais comme il y a eu une résistance des juges du fond, il a fallu un second arrêt, l'arrêt de l'Assemblée plénière du 21 mai 1991, où la Cour de cassation a vraiment insister sur cette interdiction. La convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance, est illicite. Cette interdiction jurisprudentielle est devenue légale. Donc on va faire vite, mais ce qui est important, c'est que la prohibition est inscrite dans le Code civil, donc notamment 16-7, et pour être certain que la prohibition ait un sens, elle est prolongée dans le Code pénal. Et dans le Code pénal, on a toute une panoplie de dispositions qui confortent évidemment cette interdiction. De sorte que, puisque nous, c'est interdit, on pourrait dire, après tout, la République de Gilead, aucun rapport avec nous. En réalité, dans nos systèmes juridiques, on voit bien qu'on doit distinguer ce qu'on appelle des États permissifs versus des États prohibitifs. Donc la République de Gilead est un État permissif et nous sommes un État prohibitif. Bien évidemment, la distinction État permissif et État prohibitif, en réalité, n'empêche pas les interactions, parce que toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'il y a un contexte de mondialisation aujourd'hui, de mondialisation des échanges, de sorte que des parents évidemment issus d'États prohibitifs vont aller chercher dans des États permissifs ce qui est interdit sur le territoire. Et donc, les premiers cas d'interaction, c'est le fameux arrêt Menesson 6 avril 2011, où pour la première fois, nous sommes confrontés à la question, au questionnement sur le sort des enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger. Et Menesson, ça concernait des enfants nés, voilà les cas, on est Minnesota, Californie, donc hop, l'interaction évidemment de ce qui se passe outre-Atlantique. Alors c'est un mécanisme juridiquement connu, certes, mais la grande différence avec nous, ce que nous étudions, notre matériau et les réflexions prospectives, c'est que ici, on a une procréation étatique, enfin une procréation, pardon, qui est organisée par l'État. Ça veut dire que nous, notre modèle, actuellement, c'est la grande différence, c'est qu'on est confronté, nous, à ce qu'on appelle une contractualisation
du mode de procréation. Et c'est cette contractualisation qui génère les différentes hypothèses que j'ai évoquées au départ. De sorte que nous, c'est le droit des contrats qui réapparaît avec les mots autonomie de la volonté, quelles sont les obligations générées par le contrat, quelles sont en fait les données que l'on peut utiliser, pourrions-nous aller jusqu'à l'utilisation du droit des contrats spéciaux, etc. Et in fine, on a une problématique de marchandisation du corps humain, parce qu'on sait bien que le contrat, c'est un outil, avant tout, un outil économique. Dans la République de Gilead, ce n'est pas du tout ça. C'est une régulation par les pouvoirs publics du phénomène de la procréation. On a, ça a été dit, donc je vais aller, voilà, je vais pas m'étendre, mais il n'y a aucune marge de manœuvre, ni du côté, c'est important de le dire, des mères porteuses, donc des servantes, ça a été évoqué, mais pas davantage du côté des parents d'intention, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer des personnes qui ne sont pas dignitaires dans la société, qui pour autant ne peuvent pas procréer, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir une servante écarlate. Alors je ne reviendrai pas sur l'enrôlement des mères porteuses. Le rôle de tante Lydia, je dirais que c'est le personnage le plus énigmatique pour moi de la série, j'arrive pas à l'apercevoir. Tantôt je me dis, mais c'est une affreuse, une abominable Martha. Puis de temps en temps, je me dis, là, côté positif de Laurence Phallanger, elle va protéger ma petite servante. Bon, et puis en même temps, on va voir qu'elle peut la violenter moralement, mais de manière abjecte. Donc, tante Lydia, moi, j'ai pas perçu le personnage. J'ai appris des choses ce soir, parce que moi, le coup les noms, j'avais pas compris. Moi, le 2, Fred, j'avais pas compris, excusez-moi. Je me disais, voilà. Donc, régulation. Pour autant, ce qui me paraît essentiel, et moi ce qui m'a interpellée, c'est que nous, notre vraie problématique, c'est la problématique de la marchandisation du corps humain qui est sous-jacente dans nos réflexions. Et dans la République de Gilead, il n'y a pas de place pour la marchandisation privée du corps humain, parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de contrat. Pour autant, et c'est là où Margaret Atwood et les réalisateurs de la série font très fort, c'est qu'ils n'occultent pas que la marchandisation du corps humain est inévitable quand on est dans un mécanisme de procréation. Sauf qu'il nous emmène sur la sphère du commerce international. C'est-à-dire que la marchandisation du corps humain est opérée dans le cadre du commerce international, parce qu'à la fin de la saison 1, on voit un magnifique épisode où ils reçoivent une délégation mexicaine et on se rend compte que le but de la réception de la délégation mexicaine, c'est juste de mettre en place un accord bilatéral entre le Mexique et la République de Gilead, dont l'objet de la convention, c'est non seulement le mode de procréation et la matière première dont on a besoin, à savoir les servantes. Et tout ça contre des oranges. Alors on imagine évidemment les accords commerciaux bilatéraux, la régulation internationale, on imagine le droit du commerce international, un cours avec chapitre 1er, après avoir fait chapitre 1er la Convention de Vienne, chapitre 2, la gestation pour autrui, Laurence est en train de faire schling, 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 et je comprends, et on imagine la CNUTSI se mêlant de nos petites problématiques de procréation pour autrui. Ceci dit, c'est loin d'être anecdotique parce que la question d'une convention internationale en matière de procréation pour autrui est loin d'être une utopie. Parce qu'il y a une absence de consensus pour gérer, on voit bien, État prohibitif, État permissif, mondialisation, prohibition, comment concilier tout cela. Et face à cela, certains auteurs qui sont favorables à la GPA ou d'autres qui sont totalement défavorables mais qui se disent au fond c'est inéluctable, appellent de leur vœu une décontractualisation et une régulation par les pouvoirs publics par le prisme de conventions internationales. Et donc il y a une thésarde dans la salle qui travaille sur ces questions et qui avait fait un mémoire de recherche. Alors j'ai repris une de ses phrases, elle disait « La coopération internationale pourrait alors incarner le salut des États en proie à la voracité du marché. » Et la recherche, ça sert. Donc le bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé étudie des questions de droit international privé en ce moment, liées à la filiation des enfants, et particulièrement dans le cadre des conventions des maternités de substitution. Donc c'est une procréation pour autrui, totalement institutionnalisée, mais surtout, et on va faire vite, parce que ça a déjà été longuement dit, mais on va assister sur des petits prismes, c'est une procréation pour autrui forcée. La servante
ne choisit pas son statut de mère porteuse. On est servante avant tout, ça a été dit. Le statut de mère porteuse est une sanction parce que toutes les servantes sont des femmes fertiles défaillantes socialement. Et on se rend compte, grâce, et ça, la série est chouette à cet égard, parce qu'on fait des flashbacks, et on se rend compte qu'au fond, pourquoi est-ce qu'elles sont servantes? Pourquoi est-ce qu'elles sont servantes? Parce qu'elles ont été défaillantes, elles sont considérées défaillantes, mais dans le système antérieur. Et June, parce qu'on a beaucoup, effectivement, on a vu Moira est lesbienne, mais c'est une bonne hétérosexuelle, hein, parce qu'on le voit bien, voilà. Hein, mais je me suis dit, mais alors c'est quoi sa défaillance? Sa défaillance, c'est que son amour, c'est Luc, et que Luc, en réalité, quand elle est tombée amoureuse de Luc, Luc était marié. Et donc, ils ont entretenu une relation adultère pendant un certain temps, et c'est ça, la défaillance au regard de la République de Gilead. Donc, il y a plein d'exemples là-dessus, je ne reviendrai pas. De surcroît, outre la sanction, contrainte physique par sévice en cas de refus, donc on ne choisit pas le statut, on nous met dans la case servante, et ensuite, on ne peut pas se rebeller, ça a été dit, parce qu'il va y avoir des sévices physiques. Alors, sévices physiques où on protège toujours l'organe reproductif. Alors, ce qui fait, pour vous dire, moi, le niveau que j'ai, c'est que c'est dans la saison 2 que je viens de comprendre que la première avait été excisée. Je n'avais pas compris. Moi, je me dis, elle était complètement... je me dis, mais qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Et puis, dans la saison 2, j'ai dit, ah, bah oui, d'accord. Pour répondre à tes propos, Fanny, tout à l'heure, il y a une prise en compte du risque suicide par la République de Gilead, de sorte qu'on voit bien qu'on ne peut pas sortir de ce statut, et ils ont conscience de la contrainte exacerbée. Mais donc, ils leur mettent des chambres, comme ça a été dit tout à l'heure, pas accès aux couteaux, les fenêtres, on ne peut pas les ouvrir, elles ne sont pas cassables, pas de rideaux pour se pendre. Voilà, donc il y a un risque suicide qui est pris en considération. Alors, j'aurais tendance à dire, versus liberté des mères porteuses dans la GPA consentie que nous étudions. J'ai mis un point d'interrogation. Il est volontaire, ce point d'interrogation, parce que nous partons tous dans nos thématiques actuelles du postulat que ce sont des GPA volontaires dans nos sociétés. État prohibitif versus état permissif. Quand c'est permissif, c'est volontaire. Pour autant, et c'est toute la difficulté, on sait que s'est développé un commerce de la procréation pour autrui. Certains auteurs parlent peut-être un mauvais escient de tourisme procréatif, parce qu'il y a de la souffrance derrière aussi pour les parents d'intention, mais on voit se développer des pays low cost en raison d'une mondialisation du phénomène, avec des mères porteuses moins chères. En ce moment, c'est le Laos qui est tendance. De sorte que on peut véritablement se poser des questions sur cette liberté réelle de toutes les mères porteuses, et on ne peut pas nier l'existence de scandales avec des femmes attachées. On a eu des scandales en Inde, en Afrique, et dans notre droit des contrats, à l'heure où on a intégré l'abus de l'état de dépendance, il est quand même extrêmement intéressant de réfléchir à nouveau, me semble-t-il, à cette liberté et ce consentement de toutes les mères porteuses sur toute notre planète. Ceci étant, quoi qu'il en soit, les mères porteuses, même nous dans nos États, sont tolérées. Pourquoi? Parce que, suite à la difficulté de la reconnaissance sur le territoire français des gestations pour autrui effectuées à l'étranger, la jurisprudence a évolué et nous ne sommes plus dans un renoncement, dans une interdiction totale, puisqu'il faut relativiser cette interdiction suite à l'arrêt Ménessonne, toujours, de la Cour européenne des droits de l'homme en 2014. La Cour de cassation a opéré un premier revirement de jurisprudence le 3 juillet 2015, où on autorise pour la première fois la transcription des actes de naissance dès lors que les faits déclarés coïncident avec la réalité, et c'est le cas lorsque le père d'intention est aussi le père biologique. Donc la filiation paternelle biologique est désormais reconnue, même si en 2015, la situation des mères d'intention n'était pas évoquée. Le 5 juillet 2017, la Cour de cassation a maintenu le cap s'agissant des mères d'intention. La mère en droit français, c'est celle qui accouche, donc il n'y a pas de vérité ici biologique, et on refuse donc de transcrire la filiation maternelle, mais allant au-delà
des solutions de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a ouvert la voie à une filiation adoptive. Toujours est-il que tous ces enjeux juridiques ne laissent néanmoins pas grande place aux réflexions sur l'intérêt des mères porteuses, si ce n'est des études sociologiques. Et dans Le Monde est paru un article extrêmement intéressant de sociologues qui ont étudié des mères porteuses en Inde pour battre en brèche un petit peu des données qui circulent selon lesquelles ce seraient forcément des femmes pauvres. Donc pas du tout, ce ne sont pas nécessairement des femmes pauvres. Mais ce qui est très intéressant dans l'étude, c'est qu'aucune des mères qui a été interrogée souhaite que sa fille devienne une mère porteuse. Donc les mères porteuses se retrouvent opposées aux mères d'intention et un nouveau paradigme de réflexion apparaît ainsi, mais qui met, quoi qu'il arrive, la femme au cœur de la procréation. Et ce sont les dernières choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est que la série, à mon avis, insiste vraiment sur la dissociation du corps et de l'esprit des femmes. Et ça, c'est extrêmement prégnant dans la série, c'est que la servante, c'est un corps avant tout. Alors, la même phrase nous avait, Laurence Finlanger et moi-même, interloqué lors de notre première réunion. On s'était rendu compte qu'on avait retenu la même phrase. June dit, dès les premiers épisodes, « Je suis un utérus sur pattes, un vase sacré, un calice ambulant ». On ne retient que l'aspect fonctionnel du corps. L'insémination est naturelle, mais il n'y a aucun risque de plaisir. On contrôle le corps de la servante. Les martas sont chargées de l'alimentation. Elles n'ont absolument pas de marge de manœuvre. On voit June vomir parce qu'on lui impose des vitamines qui vont être bonnes pour le bébé. Elle a des promenades imposées. Il y a un contrôle sanitaire extrêmement aigu dans la série. Bon, voilà. Les servantes sont précieuses exclusivement via l'enfant qu'elles portent, mais seul le corps est protégé. Et c'est vraiment le paradoxe de la série, c'est qu'on peut être extrêmement violent à l'égard du psychisme des servantes. Donc, quand June a essayé de s'enfuir et qu'on y croit et qu'elle est rattrapée, eh bien, on lui fait clairement comprendre elle peut finir sa grossesse attachée. Donc, ça veut dire qu'on accepte, voilà, qu'elle mène une grossesse attachée totalement, parce qu'on ne protège que son corps, pas son psychisme. Il peut y avoir une violence morale très forte, y compris de la part de Serena, qui n'est pas tendre à certains moments avec la gestatrice de son enfant. Et alors c'est là où Lydia est complètement étonnante, puisque le chantage de tante Lydia qui dit June s'est enfuie, June a été défaillante, mais Defred peut s'en sortir, c'est qu'on est sur de la violence morale qui va nécessairement impacter le bébé, on va y revenir. Et à l'inverse, on voit bien que l'esprit avant le corps pour les mères d'intention, parce qu'un point commun à la série et à nos travaux actuels, c'est que l'infertilité est une souffrance. C'est une évidence. Et donc, on voit la souffrance de Serena, qui a un désir de grossesse extrêmement fort, à tel point que, se doutant peut-être de l'infertilité de son propre mari, prend un risque énorme au regard de la République de Gilead, en prenant le risque de faire engrosser sa servante par Nick, parce qu'elle veut à tout prix ce bébé. Voilà. Et donc, on voit aussi l'aspect psychologique pour les femmes des commandants qui doivent se mettre dans l'esprit de la femme enceinte, avec une appropriation psychologique de la grossesse. Il y a des simulations d'accouchement. Donc, versus, au fond, peu de discussions actuelles aussi sur ce qu'est une mère porteuse. Est-ce qu'une mère porteuse dans nos sociétés contemporaines, ce n'est qu'un corps? Est-ce qu'une mère porteuse, c'est aussi un corps et un esprit? Et on développe tellement de données, parce que c'est très sensible, qu'on est en train d'opposer certaines GPA dites propres par rapport à certaines GPA, alors pas dites sales, parce qu'on ne parle pas comme ça, mais moins respectables. Et on se rend compte que, par exemple, aux États-Unis, quand on fait du droit comparé, il y a des clauses contractuelles sur les modes de vie des mères porteuses, des clauses contractuelles sur des stimulations ovariennes, qu'on occulte le risque d'accouchement. Or, un accouchement peut être encore considéré au XXIe siècle comme un risque. Donc, ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de réflexion, enfin, du moins,
on est sous l'aspect juridique, mais que cette problématique, elle dépasse le droit et elle prend en considération des données aussi qui ne sont pas exclusivement juridiques. Et à l'inverse, on voit bien qu'il y a une situation actuellement de blocage pour les mères d'intention, s'agissant de la transcription des actes de naissance, parce que les solutions qui sont actuellement retenues discriminent, pour le coup, les mères d'intention vis-à-vis des pères d'intention, parce que le système est fait que le père, lui, il va avoir une transcription, alors que la mère d'intention ne peut pas avoir de transcription. De sorte que la question qui se pose, c'est est-ce que la dissociation est possible ou est-ce que la dissociation est impossible et au fond, est-ce que on n'a pas une vision réductrice du corps de la femme parce que les études anthropologiques sur les procréations pour autrui révèlent très fréquemment que c'est une vision réductrice du corps de la femme. Donc j'ai mis des points d'interrogation parce que c'est extrêmement compliqué, mais la série montre les limites du système. Parce que le corps versus esprit, non, il faut que Serena se promène à côté de Defred, June, parce qu'il faut que le bébé entende la voix. Il faut qu'il y ait une simulation corporelle de l'accouchement. Les femmes ont des coussins, s'allongent, respirent, donc elles ont besoin de s'approprier cette grossesse. Et on voit la limite du système, l'enfant qui se laisse dépérir parce qu'il a perdu l'amour de sa mère porteuse, Janine qui ne veut pas laisser sa fille en tant que bonne petite mère porteuse, et Serena qui même à la fin est prête à renoncer à l'enfant qu'elle a tant désiré, parce que ça reste son enfant, c'était une mère d'intention, mais c'est son enfant, et elle ne veut pas que son enfant, fille, parce que évidemment les scénaristes ont bien fait les choses, c'est une fille, grandissent dans cette République de Gilead. De sorte que, pour conclure, c'est une réflexion globale à laquelle nous invite la série. Qu'est-ce que la procréation? Qu'est-ce que la parenté? Qu'est-ce qu'une mère? Et effectivement, quel est le devenir de notre fameuse Mater Semper Certa Est? Voilà. Parce que, actualité récente, 5 octobre 2018, la Cour de cassation a émis un avis consultatif auprès de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la problématique de la prise en compte des gamètes de la mère d'intention. Que se passe-t-il quand la mère d'intention fournit aussi les ovocytes, puisque nous sommes dans la procréation médicalement assistée. Alors cette série permet inévitablement de se poser des questions de manière anecdotique, certes, mais de prendre du recul sur l'évolution de notre droit de la famille, mais aussi sur la question de la rencontre pour nous entre le droit et les sciences, puisque pour nous, la gestation pour autrui repose sur des techniques médicales. Donc notre droit de la famille contemporain s'appuie fortement sur le modèle du contrat, puisque c'est ce modèle contractuel qui a permis de désinstitutionnaliser la famille, de considérer l'individu dans la famille, d'encourager la liberté et l'égalité au sein de la famille, de favoriser l'organisation de la famille par ses membres et non par l'État. Mais on voit bien que cette mutation fondamentale de notre droit de la famille, évidemment, a des conséquences essentielles qui rejaillissent à l'occasion du débat sur la gestation pour autrui. Et la série, même si c'est une fiction, nous montre bien, me semble-t-il, des vigilances à avoir face à ces modes de procréation qui demeurent très ambigus, même sans régime totalitaire. Je vous remercie.